Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine En toute vérité. Nous recevons pour vous ce soir monsieur Thierry Mukelekele. Il est analyste politique, communicateur au sein de la majorité présidentielle. Bonsoir monsieur Thierry Mukelekele. Bonsoir et bonsoir à ceux-là qui nous suivent. Héritier Maïla, bonsoir. Bonsoir, bonsoir également à M. Mkelekele, bonsoir également à ceux qui suivent le magazine En toute vérité. Avec notre invité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 17 mai, donc ça signifie pratiquement donc l'entrée de force de l'AFDL en République démocratique du Congo avec M. Laurent Désiré Kabila. Plusieurs années après, nous allons essayer de scruter cet événement avec notre invité. Et comme vous le savez, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt en interprétation de l'article 70 et tant d'autres articles de la Constitution. Bien entendu, nous allons aborder cette question aussi avec notre invité. Vous savez donc l'affaire Moïse Katumbi qui est en instruction donc au niveau du parquet de Lubumbashi. Nous allons aussi aborder cette question dans ces magazines. Monsieur Thierry Mukelekele, tout d'abord, comme vous le savez, la République démocratique du Congo est en deuil, principalement le Katanga. Il a perdu un grand homme des cultures. Il s'agit du ministre de la Culture et Arts, Baudouin Banzamukala Nsungu. Vous êtes aussi un homme des cultures. Pour ceux-là qui ne vous connaissent pas, vous avez joué au théâtre. Vous avez connu l'homme. Quelle image vous gardez de lui? Bien, Baudouin Banza Mukalaï, je le connais d'abord en tant qu'enseignant à la commune de Kenya. Je crois qu'Ilima Kamweneja un peu les écoles de la commune de Kenya. Là, c'est déjà à l'époque où on était aux humanités pédagogiques. Et j'ai fait du théâtre, j'ai été encadré par le Sénégalais Kadiombo. C'est lui qui m'a appris à jouer au théâtre. Et bien plus, Baudouin Banza a été l'un des piliers du théâtre ici au Katanga, précisément à Lubumbashi. Et à cette époque déjà, j'ai joué dans l'une de ses pièces très brillantes, Clientèle à domicile. Clientèle à domicile, c'est pratiquement l'histoire quotidienne que lui, Banza Mukalaï, a converti en comédie. Donc la dramaturgie et bien tant d'autres choses sur le plan culturel. Avec Banza, nous avons en mémoire ce grand homme qui a fait que aujourd'hui, quand je parle aisément le français, Baudouin Banza a contribué dans mon éducation littéraire. C'est aussi un homme politique, Katanga. Nous savons donc lors de l'avènement du multipartisme, donc il était resté dans le MPR malgré que les gens étaient vaussiers à gauche et à droite. Il est resté constant avec le feu maréchal Mobutu et puis après, malgré des bousculades, il est resté toujours dans la majorité présidentielle. Donc on lit aussi une certaine constance en lui. Bien, ça fait partie de ses caractères, ou ça fait partie d'un homme de grand caractère. Depuis longtemps, Banza Mukalaï est toujours constant. Ceux-là qui ont été à ses côtés, par exemple le responsable de Mujumbe, le responsable de Kiproko, hein, les grandes anciennes éditions, l'agence zaïroise de presse, aujourd'hui l'agence congolaise de presse. Je vois La Vérité avec Jean-Jacques Louboya. Donc ceux-là peuvent vous faire des témoignages que cet homme, je ne dirais pas qu'il est invariable parce qu'il n'y a que Dieu qui ne varie pas. C'est quand même quelqu'un qui a gardé une ligne de conduite. Parce que Banza Mukalaï a accompagné Mobutu pendant que Mobutu partait à Kawele, Banza était encore à Lubumbashi. Donc Banza est allé en exil quand pour lui tout était déjà consommé. Mais bien plus, c'est un homme de caractère. Déjà dans les grandes négociations, il s'est affirmé. C'est ce qui lui a valu la confiance de Mouzé Kabila et la révolution, pardon. Il est rentré dans le pays. Et vous verrez, dans sa manière de marcher, cette constance est restée. Il est unitariste. Et Mouzé est venu dans l'unitarisme, Joseph Kabila est dans l'unitarisme.
Et le multipartisme a fait que Banza choisisse une formation politique, quoi qu'il a tenté, et il a aidé beaucoup de formations politiques à naître. Et il a été quand même à la base de la consolidation de la Baloubakat. Parce que vous vous souviendrez qu'à une certaine époque, la Baloubakat s'éclatait dans le clanisme et le népotisme, mais Banza a été au centre. Et bien plus, même le patron de votre chaîne de télévision se souviendra que c'est un jeune qui a été au centre de la Baloubakat pour essayer de contenir le clan Boulouba Ibukata afin de percer en politique. Et vous vous souviendrez même dans les périodes les plus chaudes en politique où on a essayé de monopoliser le Katanga, mais Banza Moukalay ne se battait pas en surface, il faisait un combat en sous-marin, mais ce combat apportait toujours des fruits. Et aujourd'hui, si la Baloubakat est encore solide, Banza a une pierre très importante dans ce qui est de la Baloubakat. Et nous retenons aussi avec les autres communautés dans le pays, Banza Moukalay a joué de pont pour rabattre l'Équateur vers Joseph Kabila, un peu le Bandundu vers Joseph Kabila et même le Maniema. Parce que quand il était avec Mobutu, il a été un peu dans tout le Zaïre, né à Bandaka, donc il connaît un peu le mental de nos frères Bangala. C'est ce qui a fait que le chef de l'État a été aussi plus près, plus proche de Banza que la télé ne nous a pas montré, ni la radio. Mais nous qui sommes vraiment de la famille Kabila, nous savons que Banza Moukalay a joué un très grand rôle aux côtés du chef de l'État, Joseph Kabila. Semble-t-il aussi qu'il était le grand conseiller donc, de bon nombre de politiciens actuels, que ce soit du côté de la majorité ou de l'opposition. Tout à fait, c'est pourquoi je dis que c'est un pont. Parce que lui qui connaissait les affres du MPR, ceux-là qui ont basculé de l'autre côté, ont semblé ou ont fait semblant d'oublier le MPR. Mais lui n'a pas oublié sa première école politique. Et il a joui, il a fait jouir aussi de ses capacités de cette école, le moboutisme. Il a fait jouir. Aujourd'hui, pas plus qu'il y a avant sa mort, il a joué un grand rôle, même tout autour du dialogue. Il a fait de telle sorte que beaucoup de tensions politiques baissent afin que nous soyons tous orientés vers le dialogue pour une sortie onéreuse des Congolais. Donc cet homme-là, c'est un pont qui vient de se casser et nous espérons que quelqu'un peut prendre la relève. Merci bien Thierry Mukelekele. Nous commençons avec le premier sujet de ce magazine, bien entendu, 17 mai. Cela fait pratiquement, si je ne m'abuse, 19 ans depuis que les forces de l'AFDL sont entrées en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que donc les idéaux, soit l'idéologie de M. Laurent Désiré Kabila, continue avec le pouvoir de Joseph Kabila? Bien, en 1996, déjà vers le deuxième semestre, les Kadogo franchissaient déjà les portillons de Kisangani. C'est en 1996. Mais c'est vers les mois de février-mars que les Kadogo prenaient la ville ou la cité minière de Kipushi. Et c'est vers le 9 avril que les Kadogo seront dans la ville de Lubumbashi, où nous avons participé à la chute de la ville de Lubumbashi. Parce qu'à Kipushi, déjà, nous étions recrutés pour passer la communication, sensibiliser les populations. En tant que qui à cette époque-là? À cette époque-là, on était des jeunes, mais qui étaient dans l'opposition, la vraie, l'UDPS, la vraie, avant que Kyungwa Kumwanza, Nguza Karlibon ne tourne Kazaka Tshisekedi et Kibasa. Dans l'Union sacrée, donc? Non, dans l'UDPS, oui. Avant que Ah. les trucs là d'Union sacrée ne viennent. Ça, ce sont des trucs qui sont venus embrouiller la politique. La vraie opposition, c'était l'UDPS, dans laquelle nous avons milité. Et pendant ce temps, quand tout a commencé à changer,
nous qui suivions les radios périphériques, notamment RFI sur les ondes courtes, c'est là qu'on apprenait l'avancée de Mouzé Kabila. Et à partir de l'Est, quand Mouzé faisait ses déclarations sur RFI, on était déjà en contact. Et Mouzé avait déjà envoyé des émissaires à Lubumbashi. Et il y a des gens qui préparaient. D'abord, on avait un peu peur, mais quand les troupes de Kadogo ont pris la ville de Kipushi, c'est comme ça que nous étions intéressés. J'ai fait à Kipushi 2 jours et nous sommes rentrés dans la ville pour commencer à travailler. Bon nombre de jeunes de cette époque-là se souviendront que j'étais dans plusieurs coins et dans plusieurs quartiers où on discutait de l'avènement de Mouzé Kabila déjà. Et pendant ce temps, Mobutu était devenu très virulent avec la BSP, la DSP et même la GACI. Mais nous avions risqué. Et même parmi la garde civile, nous avions sensibilisé. Laissez-moi vous dire, ce sont des choses qu'on ne dit jamais. Nous sommes parmi les gens qui ont fait déposer les armes à nos frères militaires au camp Lido. Parce que moi, j'habitais Makomeno. Donc, c'était facile d'entrer au camp Lido, de décourager et de dire à tout le monde que ça n'ira pas. Vous êtes déjà fait au pas. On a fait beaucoup de communication. Et cette fois-là, Mouzé a créé cette structure communicationnelle des populations civiles. C'est comme ça que vous avez vu la population ou les populations dans la République du Zaïre accueillir les Kadogo à chaque fois qu'ils entraient. Souvenez-vous déjà, le 7 avril 97, les Kadogo qui étaient à Kilimansimba ont reculé jusqu'à l'endroit où on a le chef de l'État à sa ferme, vers Kachamata. Et le 8, les Kadogo étaient vers là où on a placé le péage. Le 8, le soir, les Kadogo ont dégagé les gens au niveau de Machipicha, où on a dégagé les familles. Et le 9, vers les 7h45 du matin, on annonçait déjà l'entrée des Kadogo vers la Katouba 3, vers Upemba et vers Golfe ressortant vers la prison Kassapa. C'est comme ça qu'ils sont entrés en forme triangulaire. Et nous, pendant ce temps, on nous avait déjà dévancé vers Likasi. Likasi est tombé sans Kadogo, Kolwezi et les autres villes sont tombées sans Kadogo. Donc aujourd'hui, le Kadogo, ce n'est pas nécessairement celui qui a pris l'arme. Le Kadogo, c'est un état d'esprit de celui-là qui a eu le message du soldat du peuple. Voilà un peu dans cet esprit. Est-ce que ma question persiste encore? Est-ce que l'idéologie de Mouzé continue toujours? L'idéologie vit encore. Nous sommes là. Je suis sur votre chaîne depuis longtemps. Vous avez toujours suivi mon comportement communicationnel. Je pense qu'il est invariable. L'école que nous avons reçue de Mouzé 1, quand c'est bleu, c'est bleu. Quand c'est noir, c'est noir. Qui que vous soyez. Devant moi, quand vous me dites ça c'est noir et que c'est bleu, je vous dirai que non, c'est bleu. C'est ça la bonne école des Kadogo. Et c'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, ne vous en faites pas. Malgré toutes ces turbulences, l'idée maîtresse et l'idéologie du père fondateur demeure. Ne jamais trahir les Congos continue. Et le combat demeure. Parce que le soldat du peuple, en s'écroulant, il est tombé avec arme à la main. Ça dit qu'il y a un commandant qui a repris cette arme et a conduit le reste des armées du peuple. Et c'est ça même l'idéologie. D'où aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas dans les institutions, qui ne sont pas dans l'armée, dans la police, dans les services de renseignement, mais qui veillent sur la sécurité et la sûreté de ce pays. C'est comme ça que nous avons toujours garanti aux Congolais que ce qui est arrivé avant ne pourrait pas arriver. Parce qu'il y a une armée que Mouzé a donnée à la population, le Kadogo. Voilà la vraie armée. Donc ne vous inquiétez de rien. L'homme est tombé, la pensée est là, et nous sommes les précurseurs. Il y a eu la force d'autodéfense populaire,
il y a eu les Moyo Achuma, à Kinshasa, il y a eu la Tchangu, dans le Maniema, dans le Kasaï, à l'est du pays, il y a eu ce qu'on a appelé les mouvements Maï Maï, qu'aujourd'hui on a sali en pensant, en mettant, en inculquant à la population que ce sont des forces négatives. Non, c'est l'armée du peuple, c'est l'armée que Mouzé a laissée. Mais comme l'impérialiste combattait Mouzé, il a fallu, comme on l'a fait à l'époque de Moulé les Maï, faire disparaître les Maï Maï pour que, à l'avènement de la chute de la République démocratique du Congo... L'armée du peuple, comment attirer Mukelekele? Parce que quand nous apprenons que donc, certains groupes des Maï Maï tuent facilement leurs compatriotes comme ça. Attendez, il y a une confusion. Un Maï Maï n'est pas un sanguinaire, d'abord. Un Maï Maï se bat pour le sol et le sous-sol. Un Maï Maï protège les intérêts des terres. Mouzé nous dit, vous êtes maître de là où vous êtes. Vous devez vous protéger. Ne confondez pas les guerres ethniques que les radios, principalement au Capi, transforment toujours en guerre Maï-Maï. Non, non. Toutes les guerres à l'intérieur des provinces, même à l'est du pays, ce ne sont pas des guerres de ce qu'on appelle Maï-Maï. La communauté internationale, ceux-là qui ont voulu désinformer les Congolais... que ces gens-là se réclament des Maï-Maï. Mais écoutez, comment est-ce que je peux vous expliquer? Tous les policiers ne sont pas bandits. Mais il y a des policiers qui braquent les maisons des gens. Alors on dit que les policiers sont des bandits. La police nationale congolaise est constituée de bandits. Non, ce n'est pas tout policier qui est bandit. Nous sommes en train de nous battre aujourd'hui d'abord, c'est pour remettre l'idéologie Maï-Maï. Le Maï-Maï n'est pas un meurtrier. Le Maï-Maï, c'est un combattant du peuple. Le Maï-Maï, c'est ce que Mao Tse-tung avait fait pour la Chine ancienne, pour la Chine antique, pour se battre pour la Chine populaire. C'est pourquoi Moulélé s'était battu pour contenir les idéaux de la République. Quand Mobutu l'a fait tuer, c'était une fois qu'il mourait, les forces Maï-Maï devaient être réduites parce que le chef en est mort. Maintenant, l'homme blanc a désinformé les populations, tant en République démocratique du Congo que dans le monde, disant que ce sont des forces négatives. Non, les forces négatives sont créées dans les écrits des gens qui ne veulent pas de la paix et de la cohabitation en Afrique centrale. Mais souvenez-vous, nous avons vécu avec les Rwandais, les Burundais, les Ougandais. Moi, je suis né avec Mireille Marara. Je suis né avec Mouberuka. Je suis né avec Sebou Seruka. J'ai grandi avec eux à la Jekamine. Je ne savais pas que voulait dire un Rwandais ou un Burundais. C'est dans l'histoire où on nous faisait la différenciation entre un Muntu, un Tutsi, l'Astéatopiji, ceci, cela. Mais on ne pouvait pas penser qu'un Rwandais est différent d'un Zaïrois. Non, c'est maintenant que les Blancs nous ont réveillé cette haine raciale et ethnique. Merci bien, Héritier Maïla. Alors, monsieur Mukelekele, j'aimerais d'abord revenir. Je vous ai bien suivi. Est-ce que, en ignorant ce que le gouverneur de l'époque, Kyungu, avait fait, parce qu'on l'avait vu circuler avec un drapeau blanc, est-ce que monsieur Mukelekele n'est pas en train de déformer l'histoire? Non, écoutez, vous vous souviendrez aussi que Mouzé, on lui a posé la question. Que faut-il faire du Katanga? D'abord, le gouverneur Kyungu était entré en contradiction par rapport à lui-même. Et nous comprenons que c'est un acteur politique. Mouzé Kyungu est rappelé par Mobutu parce que Kipushi était déjà tombé. Et Mouzé Kyungu a réuni les habitants de Lubumbashi et même ses beaux-frères avec qui il était en conflit il n'y a pas longtemps. Il a réuni et les Kassaïens et tout le monde à la grande place de la Poste pour conscientiser que nos différends entre Kassaïens et Katangais, mettons-les de côté. L'ennemi, c'est lui qui vient.
Il a même... Après, il a dit que nous devons accueillir... Mais c'est parce que qu'il était gouverneur, il a senti sur le plan sécuritaire que l'armée ne résistait plus. Mais on l'a vu quand même partir sur la route Kipushi et aller accueillir le Kadogo. Pendant ce temps, nous avions déjà fait le travail de fond. Mais ce que lui a fait, ça n'a pas compté d'abord. Non, je n'ai pas dit que ça n'a pas compté. Ce que Kyungu a fait, il a fait le soubresaut politique. Il a saisi la balle au bon parce qu'il pouvait être arrêté. Mais il a saisi la balle au bon. Et vous avez vu le comportement de Mouzé, c'était d'abord de le mettre à l'écart, travailler sa tête en l'envoyant ambassadeur, et puis il était rentré. Mais il y a des gens aujourd'hui qui sont sur la ville de Lubumbashi qui n'ont ni maison, ni souvenir d'avoir fait ce travail que nous avions fait. Je vous ai parlé plus tard de la force d'autodéfense populaire. Ça dit que pour le gouverneur Kyungu, il a agi en tant qu'un homme politique, voyant que mon patron, qui était Mobutu, est fini, et Kyungu a toujours été un joueur local, il n'accepte jamais les mandats professionnels, il a joué sa balle. Joueur local, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un politicien qui connaît le système d'enfermement à l'interne. Vous pouvez tout faire, vous allez partir, vous allez le laisser. Il a toujours dit, beaucoup de gens ne le suivent pas. Chituku Baloko, c'est un joueur local qui ne partira jamais en exil. Vous avez suivi le parcours de ce papa un jour qui est parti en exil? Non, c'est un bon basketteur, il saisit toujours la balle au bon. C'est comme ça que moi j'ai toujours considéré. Mais cette fois-là, il avait joué quand même un bon rôle. Il a joué son bon rôle. Ouais. Il a joué son bon rôle et il n'y a pas eu effusion des sangs. L'armée a capitulé. Pour ceux-là qui étaient dans les camps militaires, ils ont mis des bandanas blancs et les Kadogos sont entrés. On les a rassemblés, d'autres dans la prison de Kassapa, d'autres à Boulouo. Après recyclage plusieurs mois, on les a retournés. D'autres sont entrés dans la nouvelle armée de l'Alliance. Et Mouzé a rappelé quiconque que maintenant que nous avons le pays, nos frères rwandais et autres qui nous ont aidés devront retourner. Voilà la nouvelle guerre de 98, août 98 qui commence. Alors, quand on a parlé tout à l'heure de l'idéologie de Mouzé Kabila, comment vous pouvez dire que cela continue alors que tout ce que Mouzé avait mis sur pied, comme les CPP, les Tchembe, il était quand même celui qui a dirigé sans dette extérieure. Est-ce que cela continue encore? Attendez, l'idéologie demeure. C'est la vision que papa a laissée. Joseph Kabila étant héritier principal de cette vision, est revenu à la maison avec la vision. Mais il n'a pas fait comme papa l'aurait souhaité. Il a voulu associer cousins, tantes et oncles. Venez à la maison, partageons le bien de la maison, mais ne vendons pas. C'est ça Sun City. 1+4. C'était une bonne idée. Mais les 5 chantiers de la République font partie des 16 programmes que Mouzé avait lancés. Et Mouzé devait rendre le Congo dans le multipartisme dans cette année 2016. Si Mouzé était vivant, c'est en 2016 qu'on devait commencer le multipartisme. Et l'année prochaine, en 2017, Mouzé devait faire des élections où il ne se présenterait pas. C'est un programme qui existe. Mais il avait dit ça où, M. Mukele? Mais nous vous disons que nous sommes héritiers des programmes que Mouzé avait laissés. Et ne vous en faites pas. Personne ne peut vous dire, même pas le chef de l'État, ne peut vous dire qu'il a le monopole de l'idéologie de Mouzé. Mouzé a parlé à plusieurs Congolais, plusieurs dans tout le pays. Vous pouvez faire le sondage, vous trouverez des gens qui ne sont pas dans l'administration, qui ne sont pas dans la famille de Mouzé, mais qui vous diront ce que je suis en train de vous dire. Et pourtant, ce qu'on connaît, c'était le plan triennal pour le redressement du tissu socio-économique de la RDC. C'est comme de M. Laurent Désiré. Ça, c'est un plan politique. Moi, je vous parle de l'idéologie, l'idéal que Mouzé avait comme intérêt sur la République démocratique du Congo. Le Congolais est au centre de toute activité. C'était le maître mot.
Le Congolais est riche, sa richesse est dans lui. Nous devons réveiller le Congolais pour qu'il trouve les moyens qu'il possède. Et avec ces moyens, il va changer la terre, il va changer les montagnes et les collines. Voilà la pensée de Mouzé. Mouzé n'a pas cherché des gens qui ont de l'argent. Pourquoi est-ce que Mouzé a terminé sa dette? Parce que tout Congolais, là où il était, il créait l'argent par rapport aux moyens humains que les Congolais dépensaient. Voyez un peu la classe qu'avait Mouzé, les ministres et autres. Aujourd'hui, ce sont les plus pauvres que ceux-là qui nous ont rejoints. Tous ces ministres de Mouzé sont restés pauvres. Pourquoi? Parce que Mouzé a placé en eux le capital humain et a réveillé. Et c'est comme ça que tout le monde a mangé à sa faim, tout le monde s'est rassasié. Mais les gens qui ont accompagné Joseph Kabila dans la vision du visionnaire n'étaient pas dans la vision. Depuis bientôt 19 ans, 17 ans que Joseph Kabila anime la pensée de Mouzé, l'avez-vous entendu parler combien de fois? Pas plus de 3 fois. Parler à la nation, pas plus de 3 fois. Parce qu'il a compris que les gens avec qui je vis ne sont pas dans l'église. Ils sont tout autour de l'église. La pensée du visionnaire n'est pas accompagnée. C'est pour cette raison, je pense que Moïse Nkongolo estime que l'idéologie de Moïse Kabila n'est pas pérennisée. Non, non. Moïse Nkongolo est de cette idéologie, mais lui a un problème. Il est tombé dans ce que Mouzé avait interdit. Il a perdu les moyens. Pourquoi? Parce qu'il était ministre, à un moment donné, il n'avait plus l'argent, et il est allé dans ça. Moïse Kongolo est de l'école. Il est de l'idéologie. Il peut toujours rentrer à la famille. Vital je pense que Moïse Kongolo connaît bien Mouzé plus que vous. Non, il a vécu plus avec Mouzé. Pas connaître mieux Mouzé plus que moi. Parce que ce que Mouzé m'a dit le 29 décembre 2000, je crois 2 semaines ou 16 jours avant sa mort, Moïse Kongolo ne connaît pas. Même le chef de l'État ne connaît pas. Mouzé a parlé à plusieurs personnes, s'il vous plaît. Il vous a dit quoi? Je ne suis pas le seul. Ce n'est plus un secret. Nyinyi vijana tumeweka Kongo mukongoni mwenu. Vita hadi mutayarudisha panafazi litoka. Et il a dit ça publiquement. Nous sommes parmi les héritiers à qui Mouzé a donné la promesse, a dit, Yakurudisha vita panafazi litoka. C'est-à-dire combattre l'impérialiste. Pas combattre le Rwandais. Le Rwandais n'a pas de problème. C'est l'Américain qui est derrière le Rwandais que nous combattons. Nous allons lui retourner la guerre. C'est-à-dire nous devons retourner cette guerre aux États-Unis. Et faire partir de l'Afrique telle que Che Guevara, Kadhafi, Mandela, tous ces gens-là, le vieux Mugabe, tous ces gens-là se battent pour que l'Afrique connaisse sa liberté et sa libération. Voilà le combat de Mouzé. C'est que le combat, nous sommes en ordre de bataille. Souvenez-vous du 5 janvier à Kachamata. Le chef de l'État dit quoi? Il n'y aura rien. 2016, Itakwa Kama Kila année. Mais il a réveillé la flamme du soldat inconnu. Il nous a réveillés. Il nous a appelés à l'ordre. Le danger est imminent. Il a dit que la balkanisation, attention Congolais, détrompez-vous, la balkanisation est là. Mais c'est le soldat inconnu qui l'a appelé. C'est nous. Ce n'est pas l'homme en uniforme. Dans l'armée, il y a ces soldats qui ont écouté l'appel du chef de l'État. La force d'autodéfense populaire, les Moyo Achuma, tous ces maï-maï-là, ils attendent, les vrais, ils attendent pour sécuriser le pays et pérenniser le pays. Ne vous en faites pas. Quand l'homme blanc échoue à tous les complots, c'est parce qu'il y a des gens que Mouzé a formés, les Tchembe-Tchembe auxquels vous avez fait allusion. C'est le service de renseignement le mieux, plus que même la CIA ou le FBI, le Tchembe-Tchembe. Parce que c'est un service qui n'est pas connu, mais qui fonctionne.
Jusqu'au moment où nous parlons avec vous, le Tchembe-Tchembe fonctionne. Ne nous fais pas peur, monsieur Thierry Moukelekele. Non, c'est la vérité. Nous commençons le deuxième sujet de ce magazine, bien entendu. Il s'agit de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Héritier Maïla, je te laisse la parole. Alors, monsieur Moukelekele, vous avez longtemps chanté que cette année 2016, il n'y aura pas élection. Finalement, la Cour constitutionnelle a couronné vos efforts. Je ris un peu parce que Héritier parle de couronner les efforts. La Cour constitutionnelle n'a pas couronné mes efforts. La Cour constitutionnelle a rejoint les analyses faites il y a très longtemps, avec vous et un peu avant vous, avec la radio RCK, oui, et bien d'autres radios. En 2007, nous avions fait la campagne de cette constitution. En 2005, le projet, j'étais à Kambov, nous avons balayé Kambov, Likasi, Kolwezi, on a sensibilisé les gens pour accepter ce projet de constitution. Quand la constitution est arrivée à Lubumbashi, nous avons battu campagne. En 2007 déjà, les images existent à la RTNC. Alors les gens ne m'ont pas compris. En 2008, oui, 2008, janvier 2008, il y a eu ce fameux problème des 40% et tout et tout. Et le chef de l'État a même promis qu'au mois de janvier, il y aura retenu à la source. Les gens ont cru que j'avais contredit le chef de l'État. Moi, j'ai dit qu'en lisant bien la Constitution, quand j'étais en Afrique du Sud, j'ai eu un mois, j'ai intériorisé la Constitution, j'ai trouvé que c'était un plan machiavélique pour que 10 années après, le Congo se retrouve dans un blocage qui va faire balkaniser le pays. En 2008, déjà, j'ai parlé de la balkanisation. En 2009, avec Freddy Mouelela, sur RTIV, je lui ai dit ça, que voici les problèmes qui nous sont bloqués et le comportement des Occidentaux. Déjà, nous avions la MONUC en 2004, première erreur. Mouzé est parti, la MONUC est arrivée en 2004, première erreur du gouvernement congolais. Et c'est là que maintenant nous avons installé le diable, le sorcier et Lucifer dans la maison. En 2009, le RCD entre en bourse, Kundabatware est chassé par le général John Numbi, Bosco Taganda revient, il prend l'Est du pays comme commandant régent. Je saute. En 2009, Makenga et Kundabatware ne se mettent pas d'accord. En 2010, il y a tension. En 2011, Makenga renvoie Bosco Taganda qui va errer pour se retrouver à la CPI et Makenga devient commandant du mouvement M23. En 2012, le M23 apparaît et revendique la victoire de Tshisekedi. En 2013, le mouvement du 23 mars, la MONUSCO qui voulait aider le Katanga à ne pas tomber, mais les Maï-Maï entrent le 23 mars. Le mouvement du 23 mars. Le 23 mars 2013, les Maï-Maï entrent. Et le matin, on les convertit en Katakatanga. C'est dès lors que les choses ont commencé à se compliquer. Et là, les Congolais sont absents. Maintenant, quand nous revenons, pour fermer la parenthèse, nous revenons à l'arrêt de la Cour. J'ai écrit en 2013 à la Cour suprême de justice et j'ai réitéré à la Cour constitutionnelle. J'ai fait des préventions. D'ici 2016, nous aurons des situations très controversées et très compliquées. Il est souhaitable que vous, qui êtes la Cour suprême de justice, que vous déclariez l'inconstitutionnalité de la Constitution. On m'avait pris pour un fou. Comment est-ce que la Constitution peut-elle être inconstitutionnelle? Oui. En faisant l'assemblage de plusieurs articles, nous avons atteint plus de 89 articles qui étaient en incompatibilité avec la gestion de la chose publique. Nous avons conclu que toute la Constitution était inconstitutionnelle. Mais l'arrêt de la Cour n'est pas allé quand même dans le sens où... Voilà. Là où la Cour a joué un peu de politique, c'est pour éviter de ne pas faire tomber toute la Constitution. Mais ma foi, la Constitution, nous allons la changer. N'en déplaise.
La Constitution sera changée parce que c'est un truc qui vient de bloquer la République 10 années après. Nous sommes bloqués. Au dialogue, les gens vont découvrir et les gens vont comprendre qu'il faut changer la Constitution. C'est de ne pas avoir peur de Joseph Kabila. Joseph peut partir, même par des engagements personnels. Mais si le Congolais, l'homme blanc l'a fait ingurgiter les idées qu'il faudrait à tout prix que Joseph Kabila parte, c'est pour qu'il réussisse le projet de balkanisation. Nous devons parler, voir les voies et moyens comment sortir. Avant, pendant ou après que Joseph Kabila soit là, nous devons changer la Constitution. Donc, M. Mukelekele, il n'y a que le président Joseph Kabila qui peut empêcher cette balkanisation, d'après. Oui, jusqu'à preuve du contraire, c'est la seule pièce maîtresse autour de qui gravitent toutes les planètes. Même la planète Tshisekedi gravite autour de Joseph Kabila. Parce que Tshisekedi a les capacités de dire un mot et tout le monde est dans la rue et Kabila fuit. Mais quand il dit allons au dialogue, c'est parce qu'il sait que toutes les planètes gravitent autour de Joseph Kabila. Et les Blancs, je chute par là, les Blancs savent que aussi longtemps que nous n'avons pas bombardé la planète Joseph Kabila, le Congo ira en paix en 2017 et les choses vont se normaliser et Kabila partira. Monsieur Thierry Mukelekele, avec cet arrêt de la Cour constitutionnelle, est-ce que nous ne sommes pas en train de nous dire que donc, le laboratoire de la majorité présidentielle fonctionne mieux parce que c'est depuis très longtemps, ça a commencé avec le professeur Évariste Bouchab qui voulait lancer quelque chose dans l'optique de revoir la Constitution et puis vous êtes entré en marche, vous parlez que non, nous n'aurons que les élections qu'en 2025, que Joseph Kabila restera là. Et puis, du coup, vous parlez du dialogue. Est-ce que le dialogue a son sens d'être à ce stade? Oui, le dialogue a son sens pendant ce temps. Le dialogue est très sensé. Parce que Kabila, quand vous voyez son parcours, il a œuvré dans ce pays, il a dirigé ce pays de dialogue en dialogue. Pour répondre vite à cette question-là, je vous retourne d'abord en 2003. Avant la signature des accords de Sun City, c'est-à-dire le dialogue intercongolais à Sun City. Joseph Kabila, je crois c'est au mois de janvier ou février, il est à Mupompa. Mupompa, c'est dans le Kasaï, vers Kabea Kamwanga, dans le village paternel de Étienne Tshisekedi Wamulumba. Joseph Kabila dit ceci, je cite, « Je suis sous l'arbre de la palabre africaine. Je suis à la source de la sagesse. Je suis venu vers vous pour obtenir la sagesse pour la cohésion nationale. » Et après, Joseph est allé à Sun City. Nous avons eu le système 1+4. Dans ce système-là, Joseph a dialogué avec tous ses belligérants et ils ont dirigé pendant 4 ans. Après, aux élections, ils se sont mis d'accord. Entre nous, c'est lui qui va gagner, il va prendre en charge les autres. Même s'ils sont sénateurs, il a dialogué avec les Jean-Pierre Bemba. En 2011, il a encore appelé tout le monde que faisons des élections bonnes et propres. Tout le monde a adhéré, et même Tshisekedi est venu. C'était la première fois que Tshisekedi a eu une carte d'électeur, depuis plusieurs années. Il a voté. Après, il a fait ce qu'il a fait. De vous à moi, le 9 décembre 2011, je crois, quand Tshisekedi a fait son truc de prêter serment, je vous ai dit, héritier, que je prends à témoin, et vous, sur Internet, je vous ai dit que Tshisekedi vient de vendre un billet vert à Joseph Kabila pour 2016. On était encore en 2011. Et il a dit l'impérium, et puis voilà. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle ne joue pas le jeu de la majorité. La Cour constitutionnelle lit et dit le droit. C'est ce que j'aime dans le droit. Quand un haut magistrat lit et il dit, c'est que dans sa lecture, il y a... Et pourtant, d'autres constitutionnalistes estiment que donc, cet arrêt de la Cour constitutionnelle vient dédouaner la majorité présidentielle qui était en difficulté.
en politique. Mais il y a longtemps, il y a 4 ans, je disais que la Constitution doit être revue ou révisitée parce que le 20 décembre 2016, quand Maman Olive va apprêter la veste et la cravate de Papa Président et que le protocole ne vient pas le chercher, c'est-à-dire qu'il reste en fonction. Je l'ai dit à votre micro, à votre caméra. Il y a de cela 4 ans. Mais c'est flou quand même, monsieur. Il n'y a rien de flou. Parce que rien n'est précisé. C'est vrai, il reste en fonction, mais pendant combien de temps? C'est le flou auquel j'avisais toute la classe politique. Donc, la classe politique ne m'avait jamais compris. Il peut rester jusqu'en 2025, comme vous l'aviez prédit. 2025, nous avions fait des calculs. Quand nous rappelons l'ONIP de son Excellence Lumanu Bwana Seffu, l'Afrique du Sud nous avait promis 4 ans. Mais si nous devons augmenter la diaspora, ça doit nous prendre 5 ans. Pour que nous soyons sûrs que nous, les Congolais, nous sommes au nombre de combien? Voilà. Mais la CENI n'a pas dit Permettez, ça. La CENI n'a pas dit ça. La CENI est entre parenthèses. La CENI est entre parenthèses. Moi, je vous donne les questions politiques majeures du pays. Il nous faut recenser les Congolais. Les 42 millions que la CENI propose après l'enrôlement, ça va nous amener dans des situations compliquées. Mais monsieur Moukelekele, il y a une différence entre les recensements et le fichier électoral. Oui, deux choses différentes. La CENI peut continuer son travail, mais nous vous disons que nous avons des millions de nos frères soudanais avec qui nous sommes voisins à la crête du Congo qui sont chez nous et même ici à Lubumbashi. Vous ne pouvez pas leur refuser s'ils ont déjà la carte d'électeur. Il faut recenser. Le recensement n'a rien à voir avec l'organisation des Maintenant, élections. Voici pourquoi c'est important. Parce que dans les 42 millions, tous nos voisins peuvent voter avec nous. Il n'y a rien qui interdit à un Burundais qui a fui la guerre dernièrement, qui est ici. Ils étaient logés sur Kassavubu et puis maintenant chacun a un kiosque en train de vendre sa marchandise, nos frères maliens et tout, tout le monde peut voter dans les 42 millions. C'est ça le danger. Maintenant, nous avions calculé. À la 5e année, c'est-à-dire en 2020, nous démarrons le cycle électoral. Et dans les 3 ans, on peut terminer le premier cycle jusqu'à avoir les sénateurs. Et pendant ce temps, c'est le président qui continue. Nous y arrivons. Oui. Maintenant, 3 ans après, nous préparons maintenant les présidentielles et les législatives. C'est pourquoi nous avions donné les 10 ans pour atteindre 2025. Maintenant, pendant ce temps, la majorité présidentielle qui existe, mais le chef de l'État ayant perdu la majorité parlementaire, devra appliquer l'article 78. Parce que le vieux Charles Mwando a échoué étant informateur, vous abandonnez la barque, parce que cette majorité, c'est la majorité de Mwando Simba. Il abandonne, donc le chef de l'État a échoué, n'a pas une majorité parlementaire. Ce qui veut dire le chef de l'État revient à l'article 78. Il nomme un nouvel informateur. Et nous avions proposé autrefois que c'est l'UDPS qui doit être l'informateur, créer une nouvelle majorité. Parce que l'UDPS parle trop. Parce que l'UDPS est dans l'opposition. Non, l'UDPS ne restera pas éternellement dans l'opposition. C'est un mensonge au peuple. Ils viennent d'abord aux affaires. Donc c'est un allié stratégique de la majorité présidentielle. Ça dépend de votre compréhension. Que l'UDPS vienne aux affaires, qu'il travaille un gouvernement responsable qui va nous amener à des élections selon l'UDPS. À qui vous allez confier la primature. Mais c'est ça. Parce que une fois que le chef de l'État perd sa majorité parlementaire, l'UDPS lui crée une nouvelle majorité. Le Premier ministre sera issu de la nouvelle majorité parlementaire. Mais il va perdre comment la majorité parlementaire alors qu'on a vu même récemment à la Cour constitutionnelle, plusieurs députés de la majorité sont présidentielle. Oui. Présidentielle. Ils sont fidèles. Mais parlementaires. Le Parlement, c'est autre chose. Non, même quand il s'agit pour voter une motion de défiance contre le Premier ministre, ne voyez pas, ça ne passe pas. Toujours ne voyez pas tout le monde
le G7 joue le jeu de la taupe. Ne voyez pas tout le monde. Vous ne sentez pas que les patrons du G7 sont tellement sûrs que Kabila va tomber. C'est parce qu'ils ont des taupes partout. Partout, dans tous les services, dans tout, partout. Nous les contrôlons, nous vous avons dit que le Tchembe-Tchembe fonctionne. Donc nous disons ceci, nous avons confiance au chef de l'État. Le dialogue devra en principe se poursuivre. Si le dialogue bloque, le président de la République rentre dans la Constitution, nomme un nouvel informateur. C'est là que vous vous contredisez, monsieur. Non, il n'y a aucune contradiction. Parce que vous parlez de l'inconstitutionnalité de la Constitution. Ouais. Vous voulez que la Constitution soit modifiée ou changée. Elle sera. Et en même temps, le président va faire recours à cette Parce qu'on n'en est pas encore au changement de la Constitution. Parce que le dialogue... Mais d'après vous, elle est dépassée parce qu'il y a plus de 80 oui, articles. Je persiste. Ouais. Mais le dialogue traîne les pieds. Le dialogue traîne les pieds. Vous connaissez la nouvelle comédie à Kinshasa? L'UDPS va nommer les 12 et il y a déjà une autre opposition qui veut que Edem Kodjo leur trouve un quota. La société civile, il y a la nouvelle, l'ancienne et la plus christianisée qui veut aussi avoir des quotas. Donc rien que pour le bureau préparatoire, nous risquons d'atteindre 100 ou 200. Et le dialogue proprement dit, Gédéon doit venir, les autres doivent venir, les autres qui ont des mercenaires, on doit les conseiller d'arrêter et de venir au dialogue. Donc ça fera un grand dialogue qui risquerait de nous prendre du temps. Si le dialogue bloque, nous vous disons politiquement, cette constitution nous donne une ouverture. Le chef de l'État ayant perdu Mwando comme informateur de la majorité parlementaire, il nomme un nouvel informateur. Ceux-là qui sont là peuvent se consolider à l'actuelle majorité parlementaire et il y a un nouveau Premier ministre et nous formons un gouvernement. Nous sommes sûrs que nous aurons maintenant des bonnes élections parce qu'il y aura un gouvernement duquel tout le monde sera d'accord. Monsieur Thierry Mukelekele, cela nous permet d'aborder le dernier point de ces magazines en toute vérité. Il s'agit de l'affaire Moïse Katumbi qui est déférée devant la justice, bien entendu. Du côté de G7 et de l'art, cette nouvelle plateforme qui appuie Moïse Katumbi, on estime que c'est simplement un acharnement politique parce que des preuves qu'on voulait brandir jusque-là, donc rien n'est prouvé. Nous sommes au mois de mars. Le 27 mars, le G7 convoque un congrès à Kinshasa, du 27, 28, 29. Le 30, il y a une réunion du Conseil de sécurité où il sort la résolution 2277. Le 29, la nuit du 29, Moïse Katumbi passe sur France 24, où il annonce l'intention d'accepter les propositions du Congrès de Kinshasa. Et la résolution sort où on demande à la République démocratique du Congo de respecter le délai constitutionnel. Mais là où le coup a échoué... En exigeant aussi le dialogue, bien entendu. Bien sûr. Là où le coup a échoué, c'est que les graves discussions qui se sont passées dans ce Conseil de sécurité, parce que la France voulait que le Conseil de sécurité sorte la date du 27 novembre 2016. C'est ce que le G7 attendait. Que ça apparaisse clairement. Dans cette résolution. Alors le coup a réussi, la France a échoué. Ça a perturbé. L'AR, c'est né comment? D'un coup, un truc qui est né. Le 24 avril, on interdit les manifestations, ou du moins, on exige à ce que les gens demandent ou informent, parce que c'est ça le terme du G7, informent l'autorité. Mais quand vous informez l'autorité, c'est l'autorité qui a l'idée sécuritaire de la ville, qui vous dit, oui, vous pouvez faire, faites-le ici et non là-bas. On n'a dit pas de manifestations au stade de la Kenya. Mais lui, le candidat G7, il prend des gens, il se faufile entre la police, qui avait mis un périmètre de sécurité tout autour de la commune de la Kenya et
autour du stade, il y avait 2 périmètres de sécurité. Le premier périmètre, le candidat G7 et tous les membres du G7 l'ont franchi par des méthodes peu catholiques. Le candidat G7 avait tout le temps de tenir son meeting au niveau de la morgue de la commune de Kenya, à côté de Saint-Benoît. Il y avait de l'espace, il avait déjà du monde. La police était à 2 kilomètres de lui. Pourquoi n'a-t-il pas tenu son meeting? Il prend les gens, il prend Manono jusque Bukama, et Bukama, il commence à foncer vers le stade. La police a dégagé le périmètre pour demander au candidat G7 de ne pas avancer. Ça dit que le candidat pouvait tenir son meeting même sur Bukama avant d'atteindre du marché. Le lien indiqué, c'était à côté du stade. Mais à côté du stade, il était à proximité, il n'était pas loin du stade et il avait un monde. Nous étions là, nous avons vu son fameux monde. Il pouvait tenir son meeting là-bas et faire passer le message. Mais quand ils ont ordonné à leurs jeunes qu'ils ont payé de jeter les pierres pour ouvrir le passage de la police, ils ne savent pas que cette police, c'est une brigade anti-émeute formée par les Français. C'est une brigade anti-émeute, c'est-à-dire leur rôle, c'est de maîtriser ce genre de délinquance qui se soit passé le 24. Et c'est à partir de là où le candidat G7 a failli à sa mission. Quand on est allé trouver Lewis, c'est dans cette ambiance-là. S'il n'y avait pas cette ambiance, on ne connaîtrait pas Lewis. Donc l'affaire des mercenariats commence juste au cours de cette manifestation. On a trouvé un sujet expatrié qui fait la sécurité aux côtés d'un Congolais dans un pays de droit qui n'est pas reconnu par les services compétents. Ça s'appelle mercenaire. Un mercenaire, c'est quelqu'un qui est en dehors des normes, qui travaille hors normes. Juste le fait d'arrêter une seule personne? Non, attendez. Une seule personne qui est patron d'une association, ça inclut et ça incorpore. Parce qu'un mercenaire peut nous sortir 1000 ou 2000. Il y a une jeunesse qui est manipulée. Cette jeunesse est assimilée au mercenariat. Parce que vous êtes dans une activité autre. Donc ce ne sont plus les étrangers, M. Mukelekele. Mais permettez. Le ministre a été précis, il a parlé des étrangers. Moi, je suis en train de vous éclairer. Encore on parle de mercenariat, on voit cette notion d'étranger. Non, non. Un mercenaire n'est pas nécessairement un étranger. Relisez bien. Mais dans les allez consulter Larousse. On vous dira qu'un mercenaire n'est pas nécessairement un étranger. Un mercenaire, c'est comme nous sommes avec vous, les journalistes. Oui. Ici, à côté, il y a quelqu'un d'autre qui filme, qui n'est pas dans la corporation. C'est un mercenaire. Mais dans le contexte de la guerre, M. Thierry Mukelekele, donc pour quelqu'un, soit c'est un rebelle, pour un natif, soit... Ici, on n'a pas encore parlé des rebelles. Mais les mercenaires de Moïse Katumbi peuvent nous amener une rébellion. C'est-à-dire, Moïse Katumbi pourrait convaincre des éléments en uniforme qui l'accompagneraient dans ce qu'on l'aurait accusé. Et les mercenariats créent la rébellion. Parce que la rébellion, ce sont les 3 gestes que Moïse a fait avec une population. Et au 3e geste, il y a eu des jets de pierres, l'utilisation d'armes blanches. Vous voulez parler des militants qui l'accompagnaient au parquet? Oui, ces militants-là ont commencé à créer des mouvements subversifs. Et la subversion et la rébellion sont étroitement liées. Et c'est pourquoi les forces de l'ordre ont changé leur technique de travail pour contenir, dissuader et carrément diluer cette subversion. Parce qu'un mouvement subversif, c'est vers la rébellion. Et quand quelqu'un avait déjà un citoyen militaire américain bien formé, ayant fait Afghanistan, Irak, Libye, Burundi, ça dit que c'est quelqu'un qui a un aperçu général des mouvements insurrectionnels. Donc ça fait déjà un problème. Les 652 Américains, tous ne sont pas militaires. Il y a 404 militaires. Sur les 404, tous ne sont pas mercenaires. Parce qu'ils ont terminé leur temps de travail aux États-Unis
et qu'un bon citoyen comme Moïse Katumbi leur a trouvé de l'emploi en République démocratique du Congo, ça ne dérange pas. Il y a ceux-là qui ont montré leur passeport. Oui, j'ai fait l'armée, mais là, je suis à telle société, telle autre société. Je fais telle activité, je suis dans une agence de sécurité. Mais le service rapproché de sécurité de M. Moïse Katumbi, lui-même l'a dit sur France 24, parce que Kabila m'a arraché la police, j'ai pris l'expertise d'une agence américaine. Mais le simple fait que le gouvernement congolais n'était pas informé, ces gens-là qui travaillent aux États-Unis ont prêté un exercice paramilitaire à un citoyen sans que le Congolais ou le gouvernement congolais ne soit tenu informé. Ça s'appelle mercenariat. On n'associe pas, comme j'ai suivi Joseph Olengankoy de l'Alliance pour le... comment ils appellent AR, hein? Cette alliance-là, Joseph Olengankoy, même j'ai suivi Tchovu sur Mwangaza, où il veut faire Méli-Mélo, ils prennent Gédéon, ils prennent Moïse. Non, non, ça c'est un mélange très dangereux pour eux. Pourquoi? Parce que Gédéon, je l'ai fait déposer les armes sans un seul rond de la République, que ce soit le gouvernement central ou lui, Moïse, qui était gouverneur. Moïse a été gouverneur pendant 9 ans, Gédéon était emprisonné en 2006, condamné en 2009, il est parti de la prison en 2011, Moïse n'a jamais dit aux Katangais comment est-ce que Gédéon était parti. Je ferme la parenthèse. C'est un évadé. Quoi qu'il soit évadé, moi je dis qu'il ne faudrait pas qu'on mélange le problème de Gédéon et les mercenaires de Moïse. Gédéon est un monsieur qui avait un groupe armé de revendication. Et je l'ai fait comprendre qu'on ne revendique pas comme ça. La Constitution dit ceci. Les lois internationales disent ceci. Moi, je vous crée un parti, je vous fais président du parti. Vous déposez les armes. Gédéon a déposé les armes. Je n'avais pas un char de combat ou aussi une Kalachnikov pour faire déposer les armes à Gédéon. Mais lui, Moïse, était gouverneur. Il avait tous les moyens avec des généraux ici. Mais ils n'ont pas su faire déposer les armes à Gédéon. Écoutez, je ne veux pas qu'on entre, je conseille à Tchovu, je conseille à tous ceux-là qui écrivent sur Internet d'éviter, parce que le gouverneur honoraire Moïse Katumbi est répondant de la situation des 9 années de sécurité. Il a eu 2 ministres de l'Intérieur qui sont à Lubumbashi, qui sont vivants, les parlements provinciaux des 4 provinces et le Parlement national n'ont jamais convoqué ces gens-là pour connaître la question sécuritaire. Donc, comme M. Thierry Mukelekele, parce que nous sommes presque à la fin de ces magazines, bien entendu, il y a un problème aussi, se pose cette question de la confiance en cette justice. Donc. Oui, la confiance en la justice, même Gédéon l'a connue. C'est pourquoi Gédéon, dans un communiqué que j'ai publié le 7 mars, Gédéon a demandé, s'il y a encore des gens qui prétendent sur sa personne, adressez-vous à la Cour pénale internationale. Parce que notre justice peut être manipulée. C'est normal, ça arrive. Ce n'est pas un individu qui peut saisir quand même la Cour pénale internationale. Mais Gédéon est allé. Moi, je suis allé à la Cour pénale internationale pour déposer Gédéon. Hein, au bureau de Kinshasa. Ce sont les pays membres et donc d'autres. Non, que vous soyez ONG, que vous soyez ONG, que vous soyez MONUSCO, que vous soyez gouvernement ou un groupe, un collectif de Congolais qui ont des preuves que Gédéon aurait commis des crimes contre l'humanité, vous vous adressez au bureau du procureur. Mais pendant que le procureur est en instruction, l'instruction est secrète, ce n'est pas comme l'instruction de Moïse Katumbi où on publie même le cabinet du magistrat, il prend des photos dans les cabinets du magistrat. L'instruction est secrète. C'est lui qui va porter plainte contre Gédéon. Pendant que Bensouda devra réunir les éléments, nous avons demandé au gouvernement de laisser Gédéon quitter la brousse pour que la guerre ne revienne plus. Le jour où la CPI va l'inviter, nous-mêmes nous irons avec lui à l'aéroport pour qu'il aille répondre de ces crimes. Mais en entendant, vous avez senti qu'il n'y a plus de bruit de bottes depuis que Moïse est parti et depuis que Mukelekele est entré en brousse et a sorti Gédéon. Donc nous ne voulons pas
que le même bruit des bottes reprenne parce que le G7 est né. Non. Nous allons empêcher cela. Monsieur Thierry Moukelekele, nous voyons quand Moïse Katumbi va répondre à l'invitation de la justice. Donc cette foule qui l'accompagne, monsieur Moukelekele, c'est une adhésion populaire. Est-ce que du côté de la majorité présidentielle, ça ne vous fait pas peur? Ça ne nous fait pas peur parce qu'on ne peut pas acheter la conscience des gens. Le premier groupe du lundi en première instance, en première convocation, il y avait $100 pour 25 personnes. Vous avez en deuxième invitation, il y avait $10 pour ceux-là qui étaient restés, qui ont passé nuit là-bas, comme au deuil. Et le troisième jour, c'était $20. Et dans nos calculs, nous avons estimé à 1908 qui ont reçu $20 de la part de M. Moïse Katumbi. Ça fait un total de combien? Ça fait un total de 1908 personnes. Maintenant, regardez. C'est ce que je vais vous faire comprendre. 1908 personnes descendent vers la Kenya et Kamalondo avec un message que le chairman nous a payé $20. La conséquence, c'était que tout le monde devait venir. Quand on réussit à déposer Moïse entre les mains du procureur, il va nous donner $20. Donc ces gens-là, ils sont venus pour $20. Pour $20. Ça dit que nous, à la majorité, on ne s'inquiétait pas. Et maintenant, ils se sont brouillés. Vous devrez vous inquiéter. Parce qu'on ne s'est pas inquiété, on était sûr que rien n'allait se passer. Si tout le monde là va suivre $20, mais oui, ça traduit la misère qui est dans la population. Qui a créé la misère pendant 9 ans? Voilà encore une question que les parlementaires n'ont pas encore résolue. Alors, je chute en disant ceci. Il faut chuter, nous sommes à la fin de ce Je chute en disant ceci. Moi, j'ai confiance en la population de Lubumbashi. Nous demandons au sieur Moïse Katumbi. C'est un candidat potentiel à l'élection présidentielle à venir. Ni le chef de l'État, ni la majorité ne peuvent lui en interdire. Non. Mais il ne faudrait pas qu'il aille d'erreur en erreur. Regardez les enfants qu'il a exposés. Il pensait que la police allait tirer les lacrymogènes dans les enfants pour qu'il y ait des enfants suffoqués. Nul. La loi internationale et les lois de la République interdisent, je l'ai dit même à Gédéon Kyungu Mutanga, l'utilisation des enfants comme bouclier. Ça dit que la police de protection pour enfants, je pense, s'ils ont un OPJ censé, devait déjà avoir une invitation aux avocats conseils de M. Moïse Katumbi d'avoir utilisé des enfants dans un mouvement politico-judiciaire. C'est très dangereux. Ce sont des conseils que nous donnons, même sur Internet. Nous n'avons pas de problème avec lui. Souvenez-vous, on était avec Sanga Captiva. J'ai aidé la presse à travailler. Vous êtes témoin. Mais je pouvais laisser que tout ça s'égate. Mais nous avons négocié avec la police. Et de ce micro, je remercie le général Jean-Bosco Galenga et le colonel Paulin Kyungu d'avoir écouté. Parce que Sanga Captiva a discuté en face avec le général. Et il a fléchi et la presse a travaillé. Donc aujourd'hui, nous sommes sûrs au moins qu'il y a maintenant des officiers généraux et des colonels qui prêtent l'oreille à la presse. Parce qu'ils ont compris que sans la presse, l'information devait être mal diffusée. Regardez ce qui s'est passé sur France 24, sur Africa 24, sur Vox Africa. Et c'est que vous avez eu comme image sur terrain. On a parlé de 20 000 personnes. Est-ce que vous connaissez ce que veut dire 20 000 personnes? Non, écoutez. Donc la presse, vous devez faire maintenant votre travail en aidant le sieur Moïse Katumbi, en aidant la police nationale, en aidant la justice. Mais ce que nous avons évité, vous n'avez pas vu ni le maire de la ville, moins encore le gouverneur. Parce que c'est dans leur rôle de venir parler à la population. Mais on allait mal interpréter. On allait mal interpréter. Dans toute manifestation, c'est l'autorité civile qui vient parler à la population. Mais Moïse n'a pas facilité à ce qu'il soit facilité. Ce n'est pas la police qui l'a prise de chez lui à la maison, chez le procureur. Son pauvre peuple le prend, le dépose chez le procureur. Deuxième fois, le pauvre
Le plan encore, le dépose chez le procureur. Non, Donc il a la police... accompagné la Non, population. c'est le déposé. C'est le les déposé. frères. Non, la population n'entrait pas. Non, la Elle était population dispersée. est entrée. On dispersait la population quand Sieur Moïse était installé pour qu'il n'y ait pas beaucoup de bruit afin qu'il parle dans toute quiétude. Non, monsieur Moukelekele. On a renvoyé Nous sommes... combien de blessés? Vous avez le bilan? Combien de morts? Vous avez le bilan? La police a été professionnelle. Coup de chapeau au général Jean Bosco Il n'y Gallet. a pas eu de blessés. Combien? J'ai dit combien de blessés. Et vous savez, le général relâche tous les petits délinquants à qui Moïse a donné de l'argent. Il les relâche après parce qu'ils disent qu'est-ce que je vais en faire dans les cachots. Or, ça devait être des procès pour avoir violé le périmètre ou le parvis du parquet. C'est en violation des normes statutaires et protocolaires d'un parquet. Dans toutes les manifestations du monde, quand les manifestants arrivent, ils restent en dehors du précaré du parquet. Il n'y a pas de problème, on peut considérer ça comme étant des faits bénins, Non. suite à l'ignorance de ces jeunes. Mais oui, c'est comme ça que le magistrat s'est saisi de la délinquance pour la rééducation. Merci Mais bien. par amour de la patrie, le gouverneur a dit au général de ne pas arrêter. Quand on arrête, corriger, sensibiliser, éduquer, parler et relâcher. Merci on a bien, relâché. merci bien, Monsieur Thierry Moukelekele. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes communicateur au sein de la majorité présidentielle. Héritier Maï, la fin de ce magazine. Je ne peux que dire merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir également. Merci à M. Moukelekele pour sa participation dans ce magazine. Merci à toute l'équipe technique. Le programme continue sur votre télévision. Nous nous retrouvons à la prochaine. Au revoir.